Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Dimitri et la passion psychotrope, épisode 2. Le fait que Dimitri découvre l'usage de drogue vers 35 ans, et le fait qu'il soit inséré économiquement et socialement dans la société française, ne va pas l'empêcher de plonger avec passion dans la consommation de psychotropes divers. Il va s'engager dans ce nouvel univers avec le même engagement que celui qu'il a mis dans ses études scientifiques, tout en ayant conscience, bien sûr, que cette méthode d'exploration de la réalité diffère radicalement. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance. J'avais envie de parler de cette expérience parce que j'étais tout seul avec. J'en avais parlé avec 2-3 personnes, mais quand personne n'a fait l'expérience, c'est hyper difficile d'en parler. Et donc j'avais fait plusieurs groupes de parole sur lequel on pouvait partager un peu nos expériences. Et j'ai rencontré un ami, il avait pris plusieurs fois de l'ayahuasca, et c'était un psychonaute avancé. On a multiplié les substances. Et puis surtout, on a adoré partager la manière dont on les vivait, parce qu'on les vit de manière radicalement différente. On n'a pas du tout la même manière de voir les expériences psychédéliques. Lui, il est très corporel, ça se passe dans le corps, voilà. Alors que moi, c'est vraiment le corps, je m'en fous. Moi, il n'y a que la conscience, le corps disparaît, alors que lui, c'est l'inverse. Voilà, donc des approches différentes, des manières de les voir différentes, et puis surtout des expériences qu'on a fait ensemble. Passé par la salvia, par plein d'autres drogues. Les champignons aussi, parce que bon, un champignon et 7 grammes de champignons secs, c'est pas pareil. Et puis voilà, donc en général, on s'en va dans la nature ou dans une petite maison que j'ai en Corrèze, là, dans les bois. Et puis paf, on se fait de la DMT en inhalation, mais on fait sérieusement. On explore un petit peu les choses. Donc moi, la DMT, j'aime beaucoup par inhalation. C'est bref, mais en fait, ça demande une certaine discipline. Quand on va trop loin et trop fort, on peut rien en rapporter. Et donc aucune interprétation non plus. Donc voilà, il y a une manière de gravir les étapes petit à petit. On s'est aussi amusé beaucoup à changer le set and setting, s'inspirer par exemple. La dernière fois qu'on a pris de la DMT, on s'est mis dans un contexte monothéiste, voilà, des chants soufis, parler de ça, pour changer de contexte, pour penser le monothéisme d'autres manières, dans d'autres cultures, et paf, on prend, et ben c'est pas pareil, ça change vraiment la manière dont on vit et dont on ramène les choses. Donc voilà, c'est une exploration, et je trouve ça passionnant, ça enrichit ma manière de voir les choses, et ça croise, c'est un peu ce que je dis, c'est un processus de scan qui permet de croiser des représentations, des modèles, des idées, des images, et d'en revenir toujours plus riche. J'ai une vision ontologique de la relation, du fait que les choses existent parce qu'elles sont en relation. C'est vrai pour un électron qui n'existe pas par essence, mais qui interagit à un moment avec un autre électron, ou avec même la masse, c'est une propriété émergente, d'un potentiel qui se réalise. La conscience, c'est pareil, c'est de la câblerie qui à un moment se réalise. ChatGPT, c'est pareil, quand on pose une question, il y a un espace latent, et à un moment, il s'actualise, et donc la somme de toutes les possibilités de réponses qui sont infinies, et ben, il va en sélectionner une parce qu'à un moment, il a interagi avec moi. Donc ma vision du monde, elle s'est un peu articulée là-dessus, comme si le monde entier, ontologiquement, n'avait pas de substrat, ni d'essence, ni de substance, et il se réalisait dans l'interaction. Et ça, à plusieurs échelles, que ce soit à l'échelle physique, que ce soit à l'échelle de la conscience, à l'échelle spirituelle. C'est pas formalisé, c'est pas propre, c'est pas du travail de scientifique, mais ça donne des intuitions. Et cet espace intuitif, là, plus je pave cet espace latent des représentations, plus j'ai l'impression d'apprivoiser le monde. Et je pense que je suis devenu physicien parce que finalement, je me rappelle, c'était ma mère quand j'étais tout petit, je lui demandais mais c'est quoi physicien? Et elle m'avait dit c'est les gens qui expliquent pourquoi les pommes elles tombent. C'était sa réponse un peu naïve, et ça m'avait secoué. Je lui ai dit, mais les pommes ont des raisons de tomber. Je veux dire,
Là, tu as raison de mettre une baffe si j'ai pas mis mes mains sur la table, mais pourquoi qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi il y a des raisons sous-jacentes? C'est une phrase d'Einstein d'ailleurs, le plus inexplicable, c'est qu'il y a des choses qui soient explicables. Donc voilà, ça c'est une quête métaphysique. Elle s'est articulée avec la physique, elle s'articule aussi avec la spiritualité. Et du coup, dans cette espèce de gros boogie-boulga là, intellectuel, moi j'y trouve mon compte parce que je peux paver, faire des parallèles qui ont un sens ou pas. Je m'en fiche. C'est le plaisir du voyage. Et puis c'est le plaisir de la vie en vrai. Hein. On est la somme de ces souvenirs, de tout ce qu'on a construit, de ces modèles. Et donc, plus on les enrichit, plus on les explore, plus on est riche. La sauge des devins, la Salvia divinorium, je sais pas si c'est pas un délirant. J'ai jamais essayé les délirants, mais il y a un moment, il y a aucune capacité de se sentir dans l'expérience. On est dans un état et il n'y a pas d'accroche avec l'état d'avant et le réel. Donc du coup, c'est assez difficile j'arrive pas à en tirer quelque chose. Voilà. Je me rappelle que j'avais tripé j'avais l'impression d'être un gosse de 2 ans qui ne comprenait rien au monde. Et en fait, finalement, un petit peu après, j'avais compris que c'était justement ça la nature du trip. C'est que j'étais dans un état de ne savoir rien. Puis il y avait des effets physiques assez désagréables, quoi, se sentir écrasé, aplati. Et puis surtout, ce qui m'a calmé, c'est qu'un jour, il y a un ami qui m'a demandé d'essayer. Je lui ai fait essayer. Et alors, il est parti dans une panique. Et là, ça m'a fait mal au bide pour lui, quoi. Je me suis dit, ah non, mais ça, vraiment... Donc moi, j'ai pas des visuels, j'ai juste... je deviens sans conscience. Voilà. J'ai pas l'impression que ça élève la conscience parce que j'ai l'impression que ça l'annihile complètement. Voilà. Il n'y a pas de mise en abîme possible. C'est pas quelque chose que j'aime bien. Il y a quelque chose que j'aimerais bien plus explorer, c'est la kétamine. Parce que du coup, quand on revient, il y a une capacité un peu de se rappeler et de réintégrer les expériences. J'avais l'impression, moi, que je jonglais dans un espèce de multivers où chaque réalité était construite par un état de conscience. Quand on se rapproche du Keyhole, c'est ce que ça me fait, c'est ce que je triple là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, à un moment, je suis capable d'en percevoir uniquement de mon point de vue. Et ça, c'est assez rigolo. C'est pas visuel, c'est plutôt je sais pas, le logos grec, voilà, mais dont on changerait un petit peu l'ADN ou le code source. Mais c'est des drogues que j'ai plus de mal à comprendre. On va un peu théoriser ça avec mon pote. Il me disait oui, mais toi, tu as une capacité, j'ai une capacité de me dissocier dans le trip. Donc moi, j'ai assez de facilité à laisser faire. Ce qui est l'inverse de ma personnalité dans la vie de tous les jours. Je refuse assez rarement les tripes et donc j'ai cette capacité à laisser faire, à me détacher. La fois, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris un buvard, ça a été catastrophique, quoi. Ça a été une horreur, et pas parce que je le refusais, mais parce que c'était une espèce de boucle infernale. Mais c'était une boucle infernale, hein, et j'avais rien d'autre à faire que l'accepter. Mais par contre, ça a duré 9 heures, le bazar, là. C'était le dégoût qui amenait au dégoût, puis je croyais que je devenais fou, et plus je devenais fou, voilà, c'était infect, et ça a duré. Mais oui, de toute manière, les battes, c'est quand on refuse de se laisser couler, quoi. C'est un tourbillon, et il faut aller au fond pour pouvoir taper sur le fond et remonter. C'est-à-dire que c'est devenu, j'ai pas envie de dire obsessionnel, mais c'est vrai que ces questions-là sur l'ontologie du réel, l'ontologie des choses, la conscience, c'était pas des points qui m'intéressaient avant. Voilà, dans les sciences, la conscience, c'était une donnée, c'était pas un point de vue. Et en fait, c'est stupide, évidemment, que tout ce qu'on connaît du monde réel passe par le filtre de la conscience humaine. C'est des humains qui font la science. Et donc voilà, il y a une hiérarchie des choses, hein. On peut pas dire l'inverse. Et voilà, c'était peut-être cette évidence que j'avais pas pensé, et donc reconsidérer tout ce que je savais ou croyais savoir, ça enrichit ma vie intellectuelle, quoi. Je me pose des questions tout le temps que je m'étais pas posées. Donc voilà, j'ai toujours été fasciné par la recherche, telle qu'elle soit. Et donc là, c'est un champ des possibles qui s'ouvre. Et donc je passe beaucoup de temps à réfléchir à ça. Et donc voilà, c'est une manière d'habiter le monde et de jouir d'en faire partie.
toutes les drogues, les pires drogues que je connaisse, c'est le cannabis. J'arrive pas, mais même de taf, tout le monde est étonné de me voir réagir comme ça. C'est une cata. Vraiment, je deviens parano, et fortement parano. Et puis j'ai pas d'expérience en vrai. Les fois où c'est que j'ai pris du cannabis, il fumait des pétards qui étaient hyper dosés. Et moi, en fait, je crois que la drogue, je l'aime bien de manière introspective et solitaire. J'aime pas la drogue dans un cadre festif. Alors c'est pas vrai, à LSD dans un festoche avec la musique, c'est pas. Mais c'est pareil, c'est une expérience intérieure. Mais être avec des potes, rigoler, en fumant des pétards alors que complètement parano, le jugement des autres et tout, c'est pas pareil, quoi. Y a pas... Du coup, j'ai jamais eu cette capacité à pouvoir, à un moment, rentrer dans le cannabis introspectif. Y a plein de gens qui disent que justement c'est vachement bien pour l'introspection, mais dans un cadre festif, en ayant bu 10 litres de Ricard et de vin, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, quoi. Donc la manière dont on consomme le cannabis et dans lequel j'ai eu accès, ça s'est vraiment bien passé. Et je trouve ça très très fort, ouais. Donc l'Iboga, du coup, c'est bien un ami qui avait fait une cérémonie d'initiation bouti au Gabon, et puis il avait un ami qui avait ramené du bois. Normalement, il faut manger directement le bois. Lui, il l'avait fait en infusion, une infusion assez concentrée. Et donc, du coup, il s'agissait de boire 1 à 2 litres de ça. La première fois que j'en ai pris, ça a été un peu long à démarrer. J'avais pris ça, puis on commençait à marcher, puis ça marchait pas, bon. Et il me dit, bah attends, tu devrais prendre un peu de cannabis pour essayer. J'ai dit, hors de question le cannabis, et puis j'ai pas envie de mélanger. Il fait, c'est dommage, parce que Père Iboga, il se réveille et le cannabis va juste le faire démarrer. Et je lui dis, hors de question. Et puis il se trouve qu'on avait des champignons. Et donc j'ai pris un champote, mais là j'ai eu un effet psychédélique et qui était assez détaché de l'Iboga. Alors il y avait quand même des visuels Iboga, il y avait cette espèce de bourdonnement dans les oreilles, il y avait aussi la persistance rétinienne qui fait qu'on voit... mais voilà, pas un gros trip. Par contre, le champote, c'était un pauvre champignon, hein. J'ai jamais eu des visuels comme ça. C'était d'une beauté rare. Alors je sais pas trop pourquoi, j'ai lu mais je suis pas sûr que l'Iboga est un IMAO aussi. Alors pas aussi fort que une synergie particulière, et puis surtout l'Iboga c'est pas uniquement le système sérotoninergique, hein, ça tape dans plein d'autres récepteurs différents. En tout cas le mélange assez incroyable. Et la deuxième fois on recommence, mais alors cette fois avec une dose plus sévère. Et alors au début je dis ouais je suis pas sûr, et puis assez vite j'ai commencé à sentir les tempes qui serraient, le cœur qui battait la chamade, et puis le bourdonnement là qui commençait à arriver bien fort, incapable de marcher, voilà. Voilà, c'était compliqué. Et alors moi ce que je retiens le plus c'est cette phase où c'est qu'on voit des images là, des espèces de flash tac 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 tac, voilà, qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire, alors je ne sais pas comment expliquer ça, je vais donner des images, j'ai l'impression que c'est la mémoire qui se stack ou qui se déstack, comme s'il y avait la mémoire cache, comme si on était en train d'aller taper des souvenirs. Il y a ce côté mémoriel, hein, dans la tradition, etc., et qui revenait là, comme des espèces de flashs réinterprétés par l'hippocampe, là, qui tac, juste du cache. Et puis, ce qui est intéressant, c'est dans cette espèce de truc qui n'a aucun sens, parce que ça va trop vite, on ne peut pas se concentrer sur une image, on ne peut même pas bader d'ailleurs, parce que c'est ni beau, ça peut être horrifique, mais ça peut être magnifique. On commence à y voir des récurrences. Et finalement, il y a la petite voix intérieure là qui commence à parler, qui voit dans ses récurrences une narration, quelque chose qui a un sens. Et j'arrive pas trop à savoir ce qui s'est passé. Alors j'ai réussi à dormir après voilà, quand même un petit moment. Et le lendemain, on s'est pris un buvard. Et ben alors mon pote il s'est mis à vomir. Je pense que c'est un mélange qui est un peu douteux, hein. Voilà, bon, l'Iboga était stabilisé, donc voilà, buvard ça faisait pas trop peur. Moi j'ai fait un trip magnifique là. Et c'était pas un trip normal. Quand il est monté le buvard, on a dit oh, putain mais il y a un truc qui va pas là. C'est pas comme ça d'habitude. Il y avait vraiment une spécificité. Et moi j'ai un arbre dans mon jardin, je l'ai appelé l'arbre de la sagesse parce que j'ai devenu Bouddha dessus. Des visuels et puis vraiment des émotions que j'avais rarement ressenties. Et alors il n'y a pas eu cet aspect mémoriel. À part la première phase, bon je parle là où c'est qu'il y a des espèces de réminiscences de souvenirs
qui se transforment comme des rêves inversés et qui finissent par prendre sens. Ah oui, il y a aussi quand même les visuels extérieurs, hein. Au début, quand ça monte, moi j'étais allongé sur des tapis dans le jardin. Et je me rappelle, il y avait des loups, des formes un peu fantomatiques de loups qui sortaient des grandes herbes là et qui me regardaient. Donc il y avait quand même des visuels assez spécifiques, mais très beaux et très résolus. Voilà. Avant que ça passe à cette période assez introspective, il y avait quand même le monde qui commençait à gigoter de manière et surtout, voilà, après ce LSD, par contre, là, ça a été vraiment intéressant. J'ai envie de le refaire parce que... Et puis j'avais acquis une compétence incroyable, c'est que j'arrivais je connais pas du tout la méditation et je suis pas assez calme pour méditer. Mais sous cet arbre de la sagesse, là, j'avais atteint un état de paix intérieure et de capacité à régler les émotions sans qu'elles bougent d'un iota. Et ça me remplissait d'une plénitude incroyable. Et tout au long de la journée, j'arrivais instantanément à retourner dans cet état. Il suffit juste que je décide, que je fixe un point et je retournais dans cet état. Ça, c'était assez incroyable, hein. J'ai pris un kiff total avec cette... Donc ouais, il y a un petit truc à explorer avec le combo. Voir si c'est variable déjà ou pas. Mais en tout cas, psychédélique et iboga, il y a, alors pas les deux ensemble, hein. Je pense vraiment il faut laisser arriver le plateau et l'iboga, même la fin peut-être. Ça dure quand même longtemps. Et puis bon, faut pas faire n'importe quoi, hein, pour ceux qui savent pas, surtout pas avec des opiacés ou des trucs comme ça, danger de mort. Donc voilà. Alors, mon travail, du coup, la boîte que j'avais montée vient de se fermer il y a quelques mois. Je pense que je vais plus faire de recherche là. Moi, j'ai envie de faire de la médiation scientifique. J'ai envie de m'acheter un planétarium. Je me suis un peu hippiisé, on va dire. Voilà. J'ai envie de me recentrer sur des choses simples. J'ai envie de vivre sur mon terrain là-bas, dans la nature. J'ai envie d'inclure les arts, les sciences, l'éducation. Et ça, je pense que cette espèce d'état là de détachement beaucoup moins égotique et beaucoup moins flamboyant que pouvait l'être la recherche, ça c'est quelque chose qui est venu avec ce plaisir de vivre, de partager, et ça je suis quasi sûr que ça vient des psychédéliques. C'est peut-être pour ça que c'est interdit finalement. Je plaisante. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vrai, hein, dans la contre-culture qui a été combattue par cette interdiction, il y avait cette idée que, effectivement, l'attachement à des représentations qui sont entre guillemets fonctionnelles dans la société peuvent rendre des gens peut-être un peu moins fonctionnels. Alors je pense pas que j'ai perdu des neurones, je pense que même que j'ai gagné des compétences à voir les choses, mais c'est vrai que j'ai un détachement un peu plus... Et puis voilà, articuler d'autres choses. Les arts par exemple, la musique, la danse, tout ça, c'est des choses qui sont... voilà, sur lesquelles j'étais complètement réfractaire avant, et que les substances m'ont ouverte. La musique, par exemple, moi, j'avais pas de culture musicale, la musique électronique, j'aimais bien comme ça, mais voilà, prendre un buvard et écouter de la Goa, c'est un truc, voilà, ça change les points de vue, les perspectives, et donc des choses que j'excluais un petit peu, voilà, sont revenues ça m'a ouvert à des centres d'intérêt que j'avais pas. Et tisser du lien entre tout ça, science, culture, art, c'est clairement un éclairage des substances. Pour conclure ces épisodes de Dimitri, je dirais qu'il n'y a sans doute pas de frontière nette entre un consommateur psychonaute et un consommateur qui ne le serait pas. L'exploration des états de conscience est l'un des moteurs de la prise de psychotropes et elle est recherchée plus ou moins intensément selon les personnes et aussi selon les substances qu'elles consomment, puisque certaines s'y prêtent plus que d'autres. Ce terme psychonaute convient bien à Dimitri, qui a une pratique particulièrement engagée, mais il pourrait finalement aussi s'appliquer dans une moindre mesure à un consommateur quotidien de cannabis ou à un poète un peu alcoolique. Il ne s'agit pas d'une définition précise d'une classe de consommateurs, parce que dans ce cas, ce terme aura une connotation un peu bourgeoise en classant les bons consommateurs psychonautes éclairés et les mauvais consommateurs amateurs de substances addictives. En fait, il s'agit juste d'un concept qui est utile pour discuter de cette facette spécifique de la consommation de drogue.
Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir le podcast sur une page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.